Oui, vous avez 2 ou 3 réactions? Oui, tout à fait. D'ailleurs, de la part de tout le monde, hein, mais notamment Jean-Noël, puisque vous êtes. D'abord, pour approuver l'idée qu'on traite les archives audiovisuelles évidemment comme les autres archives avec les mêmes questions, c'est le bon sens. Deuxièmement, que ce sont des archives essentielles certainement, que pour les archivistes c'est peut-être souvent plus compliqué parce que c'est plus facile de savoir rapidement ce qu'il y a dans un écrit que ce qu'il y a dans une cassette. J'ai à peu près fait une centaine d'interviews orales pendant cette période et je les ai données. Par conséquent, avant de savoir ce qu'il y a dedans, c'est assez compliqué, ça prend du temps. Et dernière observation, ce que dit Patrick, évidemment, l'avantage des archives, c'est que ça redonnait beaucoup d'importance à ce qui se passait en province, comme on disait encore plus souvent, et ce qui se passait à l'étranger, ce qui pour moi était une conviction constante quand je comparais cela avec ce qu'il peut y avoir de goguenard dans le comportement de Paris et des dîners à Paris. Goguenardise qui a basculé effectivement le 14 juillet. Juste effectivement, pour poursuivre ce qui vient d'être dit sur la richesse illustrative, et pas seulement des archives audiovisuelles, je me suis juste amusée à regarder, parce que je ne l'avais jusqu'à présent jamais fait, dans les archives de l'INA, ce que représentent les fonds labellisés d'écrits bicentenaires de la Révolution française, et nous disposons effectivement de plus de 1000 programmes de télévision et de plus de 100 programmes de radio. Donc, et je ne parle que des productions publiques, hein, des productions propres du service public. Évidemment, le dépôt légal n'existait pas encore, donc nous avons un peu de choses et il y avait moins de chaînes qu'aujourd'hui. Donc, tout ça pour illustrer le fait qu'on a peut-être à l'époque, alors que je pense que ces archives devaient être aussi assez rapidement consultables dès sans doute 1990, 1991, voire même avant, peut-être qu'elles n'ont pas fait encore l'objet d'exploitation, si je ne me trompe, qu'elles méritent. Donc, tout ce que M. Jeanneney, j'ai aussi regardé, vous êtes passé bien un bon nombre de fois sur les antennes de radio et de télévision. Et peut-être que là, il faudrait aussi faire un travail de ce qui a été montré sur les antennes en 89. Ce n'est que 89. Hein. Oui, j'en ai revu quelques-unes de ces émissions, je n'avais pas vu depuis 30 ans. Effectivement, on se dit qu'un regard critique d'historien dessus serait intéressant. Apostrophe devant Villiers, etc. etc. Et de la même façon, pardon Agnès, merci puisqu'on va justement maintenant aborder la diversité de ce qu'on appelle archives audiovisuelles. Je pense que déjà on a la distinction entre volontaire et involontaire, et je remercie aussi Patrick d'avoir précisé que en principe l'usage critique de ces archives doit être le même que pour les autres archives, ça c'est certain, mais c'est plutôt la question de la délimitation et aussi d'ailleurs de l'intentionnalité, bien entendu, puisque dans le fond de la mission, hein, il y a aussi la vidéothèque en quelque sorte collectée par la mission sur il y a quelques 450 supports différents de vidéocassettes, mais aussi de disques sonores, soit des choses effectivement produites par même la télé. Il y a même Les Mariés de l'an 2, voilà, je prends des exemples, ou des films produits en parallèle, mais il y a également des choses certainement beaucoup plus rares. Est-ce que la migration se fait bien? Je voudrais demander aux techniciens, enfin aux spécialistes, Dominique Théron, est-ce que la migration de ces archives se fait bien? Est-ce qu'on est sûr qu'elles vont se préserver, orales et visuelles? Martine peut peut-être, si elle est là, nous dire ce qu'il en est pour la partie... Sinon, Dominique peut essayer de mettre son micro, puisqu'il a changé de connexion. Bonjour à tous, excusez-moi de ne pas avoir le plaisir de... Enfin, je vous vois, mais vous ne me voyez pas. Donc, en ce qui concerne la sauvegarde, dont je suis tout à fait conscient de, non pas l'inquiétude, mais du souci du président Jean-Noël Jeanneney, de ce qui a pu devenir, de ce qu'il nous a laissé, qui est une partie du tout, hein, je parle des archives de Moati, de quelques archives. Tout cela a fait l'objet d'une numérisation soigneuse dès 2006. J'expliquerai un peu plus le contexte sans trop... Oui, j'avais demandé ça à ce moment-là, oui. J'étais encore responsable de la maison.
Absolument, absolument. Donc, il se trouve qu'à l'époque, je m'occupais uniquement de la numérisation des documents audiovisuels dans le cadre du département géré par Isabelle Giannatasio, pour ne pas la citer. Et que dans ce contexte, on a fait partir dans un contexte assez intéressant d'ailleurs de numérisation, dont je pourrais vous parler un peu plus, pour transformer les cassettes qui sont aussi un peu particulières dans cette affaire, sous forme de fichiers MPEG-2, qui était le format numérique utilisé à l'époque et encore aujourd'hui assez fréquemment. Et tout ça a fini sur des bandes magnétiques de conservation informatique qui sont encore, alors là c'est dans le cadre de l'évolution de la bibliothèque, dans le cadre de ce qu'on appelle toujours le SA, le système audiovisuel, mais qui va migrer très prochainement dans SPAR, qui est l'archivage pérenne de la Bibliothèque nationale de France. Tout cela pour souligner le fait qu'à l'époque, et encore un peu aujourd'hui, même si la convergence de ce qu'on appelle le système audiovisuel, le système d'information générale de la BNF, est une affaire qui avance bien, mais dès l'origine de la Bibliothèque nationale de France, la communication et la sauvegarde des documents audiovisuels demandaient des compétences et des moyens spécifiques qui, pendant 20 ans, ont été l'objet de la mission que j'ai accomplie du mieux que j'ai pu, en tout cas, puisque je suis en fin de carrière, afin de garantir une pérennité toute relative néanmoins, puisqu'il s'agit bien de fichiers numériques au format MPEG, donc une norme de fait tout à fait honorable et attestée par nos collègues de l'INA et des Archives nationales sans problème, je pense. Mais néanmoins, le support sur lequel sont ces archives aujourd'hui reste, lui, néanmoins, sujet à caution, puisqu'il sont encore des bandes magnétiques de cartouches informatiques de type LTO, pour ne pas les citer. Mais rassurez-vous, Monsieur Jeannet, la pérennisation de cette archive fait partie d'un plan de migration dans lequel la BNF, avec SPAR, a toutes les garanties de continuer à assurer la pérennité de ces documents, de ces rushs, donc, que j'ai pu voir pour certains avant l'intervention. Voilà pour ce point, mais je pourrais développer un peu plus des aspects techniques et autres. Merci, non, mais merci beaucoup, monsieur le directeur. Peut-être justement avant que Martine nous présente, Martine Simblima-Baru, pardon, comment cette migration, comment la numérisation de ces fonds audiovisuels s'établissent aux archives nationales. Moi, j'avais juste une petite question pour revenir à Patrick et à son intervention concernant le fond que tu as évoqué des sociologues, entre guillemets, enfin de l'enquête sociologique, qui lui ne fait pas partie, il faut le préciser, des archives, enfin, je parle sous votre contrôle, des archives de la mission, bien entendu, puisque c'est une autre logique. Et ces questionnaires, que sont-ils devenus? C'est 11 000 réponses des communes, voilà. Un tiers de la France, donc. Je suis audible? Oui. Ouais. Que là, malheureusement, je n'en sais rien. Je sais que mon fonds personnel, y compris avec les entretiens qualitatifs que j'avais réalisés au Forum de la Révolution, et tout ça, ça se trouve à l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Mais les archives du GRS, je n'ai aucune idée de si ça a été ou non conservé. C'était dans un local, borgne, à Nanterre, et je ne sais pas. Voilà. Question à résoudre. Ah oui, c'est vrai que toutes ces discours de maire et puis ces cassettes de spectacles, c'est assez intéressant, d'autant plus que, j'ai oublié de le dire, mais on parlait tout à l'heure de l'ombre portée. Quand tu parlais de l'ombre portée, ce qu'on s'est rendu compte avec Marilyn Crivello, c'est que le maillage des spectacles vivants à caractère historique donnés pendant le bicentenaire, en fait, a servi de maillage au développement des spectacles vivants qui existent toujours. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se lève à ce moment-là et qui a continué de prospérer. Et ça, c'est quelque chose évidemment tout à fait intéressant. Alors, pas forcément sur le thème de la Révolution, mais en tout cas, effectivement, c'est ces cadres de sociabilité autour de l'histoire qui permettent une reconnaissance et une connaissance mutuelle des habitants. C'est une trace importante de notre action, je le pense aussi. C'est une trace importante.
importante, oui. Mais donc c'est vrai que ce serait quand même intéressant de se préoccuper du devenir de la... Je ne crois pas que ce soit la contemporaine, mais peut-être, il faudrait vérifier. Je ne crois pas, hein, mais enfin à la BDIC, ex-BDIC, mais ça vaudrait vraiment le coup de vérifier ça, d'autant que ça doit être assez volumineux quand même, ou ça a dû être assez volumineux. Ça a dû être assez volumineux. Mais bon, je ne sais pas, les sociologues, bon, je ne sais pas, Marcel Jolivet est parti à la retraite, et je ne sais pas si ils ont considéré que c'était un élément de patrimoine. Ah oui, non, mais ça pose toute la question du statut des archives scientifiques par ailleurs, qui est un autre... Oui, les archives de la recherche particulièrement. Oui, tout à fait. Très très bien. Merci beaucoup.